RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur RCF et Radio Notre-Dame, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. C'est l'heure du débat du jour avec aujourd'hui au programme la crise des agriculteurs. Ils se mobilisent à nouveau. Nous irons en Ukraine pour voir si une solution diplomatique existe. Nous évoquerons la vie politique de Marine Le Pen est-elle au point mort. Enfin, Valérie Pécresse et des caricatures. Quid d'une interdiction des caricatures dans les livrets scolaires? On en parlera dans cette émission avec vous, Louis Dauphren, et nos invités. Oui, Olivier Durand-Mille, ancien journaliste Figaro, et Arnaud Belletti qui s'occupe de la revue politique et parlementaire. Voilà, 2 signatures pour parler de politique. D'abord, on va faire en fait une grande séquence politique au début. Étienne Pépin, si cela vous convient, une séquence agriculteur plus Marine Le Pen. On va tout mettre ensemble, la mort politique avec un point d'interrogation pour Marine Le Pen. Et puis, on ouvrira un chapitre international sur l'Ukraine. Et après, Valérie Pécresse et la question des caricatures. Voilà le programme jusqu'à 10h-10. Allez, on commence, Louis Dauphren. Oui, pas de blocage d'autoroute, mais des feux de la colère. L'Alliance syndicale majoritaire FNSEA, Jeunes Agriculteurs, donne donc le coup d'envoi à un nouveau cycle de mobilisation agricole, avec des actions certes symboliques, mais qui disent quand même quelque chose, sachant que ça avait déjà bougé au début de l'année. Les agriculteurs ne sont pas contents parce qu'il y a le Mercosur et donc ce traité commercial avec l'Amérique du Sud, mais c'est peut-être un prétexte, ou c'est peut-être un contexte, en tout cas, qui nous permettent de comprendre que leur situation, pour une grande part d'entre eux, est extrêmement difficile, d'autant qu'elle est percutée, leur situation, par de mauvaises récoltes et des maladies animales émergentes. Ils estiment n'avoir toujours pas récolté les fruits de la colère de l'hiver dernier. Et donc, ils reviennent et ils ne sont pas contents, Arnaud Benedetti. Oui, vous avez parfaitement résumé aujourd'hui la conjoncture qui frappe cette profession, qui est une profession, il faut le rappeler, quand même très diversifiée en l'occurrence, parce que en fonction des productions, les difficultés ne sont pas forcément les mêmes, mais la réalité, c'est que on a un monde agricole qui est rentré en ébullition, il faut s'en souvenir, en début d'année, un monde agricole qui a des problèmes de trésorerie. Dans certains départements, vous avez pratiquement un tiers de la population agricole qui est en dépôt de bilan, ce qui constitue en effet un chiffre particulièrement alarmant pour cette profession. À cela se rajoute en effet la dernière ligne droite des négociations concernant le traité Union européenne-Mercosur, auquel ils sont en tout cas opposés. Alors, il y a des différences. Il faut savoir qu'il y a 2 éléments de contexte à prendre en compte. Le premier élément de contexte, c'est que l'année prochaine, nous avons des élections dans les chambres d'agriculture et que vous savez qu'il y a une concurrence aujourd'hui qui existe dans la représentativité du monde agricole entre d'un côté le syndicat qui est le syndicat dominant, la FNSEA, mais de l'autre ceux qui ont été à la pointe de cette mobilisation depuis finalement le début de l'année, qui sont ceux de la coordination entre les deux. La coordination rurale. La coordination rurale, ce sont finalement des agriculteurs qui, dans les années 2010 ont quitté la FNSEA considérant qu'elle était de trop dans la cogestion avec les pouvoirs publics. Ils ont un syndicalisme beaucoup plus activiste, beaucoup plus contestataire. Alors, ils ne sont pas implantés partout, mais ils sont très forts dans le sud-ouest. Et on sait très bien que c'est dans le sud-ouest que le leadership de la mobilisation paysanne s'est opéré au mois de janvier, mois de février. Ils sont très puissants, par exemple, dans un département comme le Lot-et-Garonne, où ils constituent la fer de lance. D'ailleurs, c'était eux qui avaient, rappelez-vous, monté la fameuse opération des tracteurs qui devaient venir. Est-ce que justement ils représentent une agriculture plus identitaire, plus territoriale, plus patrimoniale, ça même presque? Parce qu'ils ont dans le sud, par exemple, quand vous prenez le département du Lot-et-Garonne, c'est un département d'arboriculture. Donc, si vous voulez, ils se confrontent à des problèmes qui ne sont pas forcément ceux des grands céréaliers. En l'occurrence, eux, ils ont des problèmes, par exemple, de charges sociales en ce qui concerne la main-d'œuvre. Donc, mais indéniablement, ils sont dans un syndicalisme qui est un syndicalisme beaucoup plus offensif et qui considère que finalement la cogestion qu'a entraîné la FNSEA depuis de nombreuses années en matière de politique agricole conduit d'une certaine manière à la fois à la désagriculturisation du pays et aussi à la perte de souveraineté alimentaire. Parce qu'il faut quand même aussi avoir cet aspect-là en tête, c'est qu'aujourd'hui, la France importe beaucoup plus qu'elle n'importait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un certain nombre de secteurs, qu'il s'agisse de la viande, mais qu'il s'agisse aussi des fruits et légumes. Elle exporte moins aussi. Et elle exporte évidemment, mécaniquement, moins aussi. Donc voilà, si vous voulez, le contexte.
Et la réalité, c'est que les pouvoirs publics ont peur de ce mouvement. Parce que c'est un mouvement, au-delà de la question agricole, c'est un mouvement qui, socialement, peut agréger sur le terrain, dans des zones qui sont considérées comme des zones, entre guillemets, périphériques. J'aime pas trop cette expression parce que parfois, elle peut être considérée comme péjorative. Ça peut être Mais un en tout cas, étendard ou un vecteur. Ça peut être en effet un vecteur de coagulation d'autres mécontentements. Donc, de ce point de vue-là, il y a véritablement de la part du gouvernement une très grande vigilance, d'autant plus que se greffe là-dessus la question du traité Mercosur, qui est loin d'être réglé. On le voit bien, même si le président de la République a annoncé que la France s'y opposait. Mais pour s'y opposer, il faut trouver des alliés, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Olivier Durand-Mille. Oui, alors pour prolonger ce que dit mon confrère, effectivement, cette protestation des agriculteurs s'inscrit dans un mouvement qui dure depuis 40 ans de construction européenne, qui a amené, comme on sait, la perte de notre industrie, mais aussi un affaiblissement, dont on vient de parler, de notre agriculture. Alors, jusqu'à une date toute récente, il semblait que la France s'était très isolée sur ce sujet. Parce que la plupart de nos partenaires souhaitent profiter du Mercosur pour pouvoir exporter leurs produits industriels. Nous en souffririons surtout à cause de la concurrence agricole de ces pays-là où, chacun le sait, les normes environnementales ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, ce qui fait que les agriculteurs français ont un argument de poids, me semble-t-il, à faire valoir. Ça veut dire quoi ça, Olivier Durand-Mille? Ça veut dire qu'en fait on accepte de faire venir des produits chez nous qui ne respectent pas les règles environnementales qui sont imposées aux agriculteurs français, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est ce qu'on entend dire c'est ce dont ils se plaignent. Ils sont parmi les plus sévères du monde. Oui, mais pas seulement. C'est pas seulement les normes. Les normes environnementales, en effet, jouent un rôle important dans la question du traité Mercosur, parce qu'on sait très bien que, par exemple, en matière d'élevage, vous avez une agriculture qui, sur le plan de la production de viande, en effet, ne respecte pas les règles qui sont les règles imposées aux agriculteurs européens. Mais vous avez la question des charges sociales, qui est extrêmement importante, la question du coût du travail. Et le coût du travail, la question du coût du travail, c'est pas seulement un problème, j'allais dire, propre au traité UE-Mercosur. C'est un problème intra-européen également. Et vous avez des secteurs, je pense encore une fois au secteur arboricole, où vous avez de manière très claire, si vous voulez, une concurrence qui est opérée par un certain nombre de pays, en Allemagne ou en Pologne, dans ce domaine, ou même, je ne parle même pas des pays du Sud, l'Espagne ou l'Italie, où le coût du travail n'est pas le même, en l'occurrence. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire, et que mettent justement en avant, plus particulièrement, ces agriculteurs de la coordination rurale. Oui, sûrement. Mais alors l'impression qu'on avait jusqu'à présent, c'est que la France était très isolée sur ce sujet et que finalement on allait être obligé à cause du traité de Maastricht, vous savez, qui a donné la possibilité à une majorité relative d'imposer sa volonté à tous les pays. Donc un pays comme la France, s'il n'arrive pas à constituer une minorité de blocage, il faudra être en train, je crois, des pays qui représentent 35% des voix de la population européenne. C'est pas sûr. Et peut-être que si, justement. Parce qu'on s'aperçoit maintenant que de l'Italie à la Pologne, les agriculteurs européens sont eux aussi opposés à l'accord Mercosur. Et allemands, on sait aussi qu'ils s'étaient mobilisés. On voit qu'ils se mobilisent. Les Pays-Bas, tout ça. Donc si tous les agriculteurs européens s'opposent à cet accord, le moins qu'on puisse penser, c'est qu'il y aura un aménagement, au moins en matière agricole. Donc la France n'est pas... c'est pas sûr que nous soyons finalement les dindons de la farce dans cette histoire. Arnaud Benedetti, est-ce qu'on peut espérer justement, ou les agriculteurs peuvent-ils espérer dépasser le cadre des frontières nationales ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu lors du mouvement du mois de janvier et février que c'était un mouvement qui, en effet, était un mouvement qui avait tendance à s'européaniser. D'ailleurs, les premiers agriculteurs à s'être mobilisés ces derniers mois, ce sont les agriculteurs des Pays-Bas. Il faut s'en souvenir. Il y a eu des mobilisations en Allemagne, il y a eu des mobilisations aussi dans le Sud, en Italie, et il y a eu bien évidemment toutes les mobilisations que l'on a connues en France. Après, évidemment, ce qu'on voit bien, c'est que la position de la France, c'est d'essayer, en effet, de pouvoir réussir à constituer une minorité de blocage en agrégeant un certain nombre de pays, qui sont des pays agricoles évidemment, autour finalement d'une adaptation de ce traité Mercosur qui
tiennent compte en effet des spécificités, notamment par la mise en place peut-être de clauses miroirs, en l'occurrence des spécificités et des singularités de l'agriculture française et surtout des conditions normatives dans lesquelles elle doit s'exercer. Pour l'instant, c'est compliqué quand même. C'est pas gagné. Cette affaire n'est pas gagnée parce que tout simplement, le traité Mercosur ne traite pas que de l'agriculture et que les intérêts économiques des pays sont diversifiés et qu'un certain nombre de pays pensent que, en effet, dans ce traité Mercosur, un certain nombre de leurs segments économiques peuvent en profiter, notamment en termes de production industrielle, par exemple, et que peut-être qu'il faut faire de ce point de vue-là des efforts sur le plan agricole, en l'occurrence, pour permettre justement à d'autres secteurs de se développer. Donc, c'est une bataille que mène la France, c'est une bataille que mène Michel Barnier. Il a rencontré récemment, il y a 3 jours ou 4 jours, Madame von der Leyen à Bruxelles. Le président de la République, hier, en Argentine, a redit son opposition au traité Mercosur, enfin en tout cas dans le traité Mercosur dans l'État. On va bien voir dans les jours et dans les semaines qui viennent comment les choses vont se passer. Arnaud Belletti, Olivier Durand-Mille, je vous propose de rester sur le chapitre politique, mais d'entrer dans une logique un petit peu différente, celle de l'avenir politique de Marine Le Pen, qui n'est ni en dessous des lois, ni au-dessus des lois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, alors que Marine Le Pen estimait que la peine d'inéligibilité requise à son procès équivalait à réclamer sa mort politique. Vous parliez tout à l'heure, Arnaud Belletti, d'agrégation. La question est de savoir si ce dossier agricole, on va voir comment il évolue, mais les agriculteurs aujourd'hui, en ne bloquant pas la vie économique, eh bien, donnent une chance peut-être à la négociation sur le traité, mais il peut y avoir aussi un scénario selon lequel les choses s'agrègent, à voir si ça peut prendre une dimension qui associe le RN à tout ça, si jamais la mort politique de Marine Le Pen semble programmée par la justice. Qu'en pensez-vous? Et puis Olivier Durand-Mille. Il est clair qu'on est rentré dans un contexte économique et social qui s'est considérablement durci ces dernières semaines. Pas seulement sur le plan agricole, mais je rappelle qu'il y a aussi un certain nombre de plans sociaux qui sont en cours. On parle de 120 000 emplois qui pourraient être touchés. Donc le chômage qui repart à la hausse. On a cette réalité avec en effet une courbe du chômage qui repart à la hausse, alors que c'était considéré plutôt comme, si vous voulez, à mettre à l'actif du président de la République d'avoir réussi à faire diminuer de manière assez massive la courbe du chômage, même si c'est un peu moins massif que dans d'autres pays européens. Donc on a là en effet un contexte qui est un contexte d'inquiétude, de préoccupation qui peut raviver des colères qui en France ne demandent qu'à se raviver très vite. D'autant plus qu'on voit bien qu'aussi dans le secteur public, regardez ce qui se passe à la SNCF, on a un certain nombre de syndicats qui sont en train de se mobiliser. Donc on rentre dans une période évidemment de turbulence potentielle. Alors pour répondre à votre question quant au Rassemblement national, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si, dans les semaines qui viennent, le Rassemblement national va, oui ou non, s'associer à une motion de censure déposée par le nouveau Front populaire lors de la discussion en seconde lecture du projet de loi de finances. Quelles conséquences ça aurait, ça ? Vous m'auriez invité il y a 3 semaines à moi, j'aurais été beaucoup plus prudent sur cette possibilité. Je le suis un peu moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en effet, le contexte que vous venez de rappeler, la question en effet du procès de Marine Le Pen font que aujourd'hui, vraisemblablement au sein du Rassemblement national, un certain nombre sont favorables finalement au vote d'une motion de censure, tout simplement pour précipiter la crise. Mais est-ce que ça peut vraiment aboutir si les deux s'associent là, on peut arithmétiquement, oui. Arithmétiquement, les choses sont claires. Vous avez 320 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui peuvent voter une motion de censure. Vous faites l'addition des députés du nouveau Front populaire et des députés du Rassemblement national plus des ciotistes, la motion de censure est adoptée sans aucune surprise, en l'occurrence. Donc là-dessus, c'est clair. Ensuite, vont-ils y aller? Ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'ils vont y aller ? aller ? Le Rassemblement national arrivera. Si le Rassemblement national y va, je ne vois pas des députés Rassemblement national s'abstenir. Je pense qu'il y aura une majorité, en effet, pour une motion de censure s'ils décident. Oui, ils voteront tous comme un seul homme, bien sûr. Non, là, je crois que le Rassemblement national se pose sérieusement la question s'il faut la voter et quand il faut la voter. Parce que ça va dépendre en grande partie, justement, de la suite du procès de Marine Le Pen. Elle peut tout à fait espérer que le tribunal ne suive pas les réquisitions du parquet. C'est même probablement ce qui va se passer. Étant donné le tollé provoqué par les réquisitions, les réactions de la part de gens très raisonnables et surtout de la part de gens qui ne sont pas favorables au Rassemblement national. Par exemple, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, un des plus grands constitutionnalistes français, qui a dit que les réquisitions étaient
outrepassait largement ce qui était envisageable. Il y a eu les la plaidoiries réaction de commencent Darmanin. aujourd'hui, donc on va Alors, voir comment les choses se présentent. Les plaidoiries commencent aujourd'hui, et les plaidoiries, d'après ce que nous savons, elles seront... on a dit que Marine Le Pen s'était mal défendue pendant l'instruction, mais les plaidoiries, elles vont être... on sent qu'elles sont extrêmement pointues et sérieuses, et ils vont développer des arguments tout à fait importants. Et convaincants, je dirais. Bon. Alors, dans ces conditions, si Marine Le Pen espère ne pas être interdite d'élection en 2027, est-ce qu'elle a intérêt à faire voter la motion de censure tout de suite, c'est-à-dire à renverser le gouvernement et probablement à entraîner une démission de Macron assez vite? On ne voit pas très bien comment Macron pourrait éviter de démissionner si le gouvernement tombe et s'il n'y a pas de possibilité de remplacement, parce que la gauche a beau se rengorger de la possibilité de faire désigner Madame Castex, on sait bien que ça ne tiendra pas 2 jours. Donc voilà. Donc elle n'y a pas intérêt, c'est ce que vous dites, Olivier Je pense Durmé, que Marine Le Pen n'a pas intérêt pour le moment à faire voter la motion de censure, malgré les redemontades constantes de certains députés, dont parlait mon confrère. Et sur le point de savoir si c'est une allumette sociale qui peut, avec le mouvement agricole et d'autres mouvements, est-ce que ça peut créer en fait un conflit qui dégénère parce que la question de sa mort politique créerait une allumette sociale pour une partie de la population? Ça, c'est difficile à évaluer. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que la stratégie aujourd'hui d'une partie du Rassemblement national, si il vote la censure, c'est de créer justement un électrochoc dans l'opinion publique, en considérant, si vous voulez, que la censure, parce qu'elle va, pour les raisons que vous avez évoquées, paralyser finalement le fonctionnement institutionnel, va accélérer d'une certaine manière le calendrier électoral et le calendrier politique. En d'autres termes, en effet, conduire éventuellement, mais potentiellement, à la démission du président de la République. Vous savez, moi je pense que tout cela est une question finalement de l'état de l'opinion publique et surtout de l'état de son électorat. Mais justement, est-ce que le projet de loi de finances, en l'occurrence, qui serait voté, et qui serait voté, s'il est voté à coup de 49.3 dans l'état où il a été présenté par le Premier ministre, et qui n'a pas été d'ailleurs adopté à l'Assemblée nationale dans cet état, mais qui reviendra au Sénat dans l'état initial, est-ce que ce projet de loi de finances va impacter les classes populaires ou les classes moyennes? À partir de là, en effet, on peut considérer que si le Rassemblement national considère qu'il y a un impact, il n'hésitera pas, pour ne pas perdre cet électorat-là, en tout cas pour le consolider, de voter la motion de censure. En 1 minute, est-ce que paradoxalement, ça peut être une chance pour le RN de mettre justement... en tête et de remettre en avant un peu plus d'autres personnalités que les Le Pen, justement, pour sauver le parti d'une certaine manière? Justement, toute la question est là. Est-ce que ça serait Bardella qui serait le candidat du RN au cas où... Enfin, bien entendu, si Marine Le Pen est à valider, ça sera Bardella. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ça soit cela? Bardella, il est très jeune, ils le savent très bien, il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est un homme tout à fait... il séduit la jeunesse magnifiquement. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, il a réussi à un coup de force incroyable. On est d'accord, il est tout à fait extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire, mais il arrive à séduire une population très jeune, quoi. Oui. Une population très jeune, oui. Mais en tout cas, au Front National... Mais qui ne vote pas forcément. D'abord, Marine Le Pen, en dessous de 18 ans. C'est pas sûr qu'elle se soit réjouie de cette perspective. Elle pourra trouver quand même que c'est son tour d'être candidate. Oui. La matinale continue jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame. C'est le débat du jour. Dans quelques secondes, le retour de l'info avec Cécile Mérieux. Et ce débat continue jusqu'à 10h. Soyez toutes et tous les bienvenus sur RCF et Radio Notre-Dame. Notre grand débat du jour continue avec Arnaud Benedetti et Olivier Durand-Mille. Louis Dauphren, on va partir maintenant en Ukraine. Oui, on va parler de l'évolution de la situation en Ukraine. Il y a un peu 2 infos qui semblent contradictoires. La première, c'est le fait que les États-Unis ont donné leur feu vert à l'utilisation de missiles à longue portée, ce qui tend à accréditer l'idée que le conflit pourrait entrer dans une phase d'escalade avec Moscou. Et puis de l'autre, Volodymyr Zelensky qui nous dit qu'il veut une solution diplomatique et que la guerre prenne fin en 2025 par des moyens diplomatiques, prenne fin donc l'année prochaine. Donc à voir si les deux sont contradictoires ou les deux sont liés, parce que la guerre peut aussi aboutir à une solution diplomatique si l'un des deux camps arrive à se positionner suffisamment pour faire valoir sa position et entrer dans une phase de négociation. Comment nos
débatteurs voient-ils le sujet? Olivier Durand-Mille, Arnaud Benedetti. Olivier. Oui, alors, il faut voir d'abord que cette décision des Américains d'autoriser l'usage de missiles donc portés, est une décision de Biden et non pas de Trump. Et que si Zelensky envisage une solution diplomatique pour l'année prochaine, c'est parce que Trump a été élu et que l'année prochaine, c'est lui qui sera aux affaires. Bon. Alors, ça veut dire qu'il anticipe l'élection de Trump, enfin l'arrivée à la Maison-Blanche de Trump. Oui, certainement. Oui. Biden, il a pris cette décision hier, mais enfin, non, il n'est plus dans le coup, Biden, d'ores et déjà. Au contraire, ça peut même apparaître, cette décision, comme une certaine façon d'envoyer un bras d'honneur à son successeur. Voilà. Donc là, toute la question maintenant, c'est de savoir effectivement s'il va y avoir des négociations et si elles aboutissent. La promesse de Trump de tout réduire en 24 heures et d'arrêter d'un coup la livraison d'armes à l'Ukraine, ça, c'est probablement exclu. Franchement, je n'y crois pas. Par contre, oui, des négociations, tout le monde en parle maintenant. Zelensky veut des négociations l'année prochaine. Trump, d'après le Washington Post, a appelé Poutine vendredi dernier, je crois, pour lui demander, de ne pas provoquer l'escalade en Ukraine. Bon. Et quant à Poutine, il s'est dit ouvert au dialogue avec l'Occident. Tout ça la semaine dernière aussi. Et son porte-parole, le porte-parole du Kremlin, a répété tout peu après que Moscou était ouvert à toutes les négociations. Donc voilà, négociations, c'est dans l'air. Maintenant, sauf que les missiles à longue portée, c'est quand même pas vraiment... Exactement, oui, mais les missiles à longue portée... Ça ne répond pas vraiment à la volonté de négocier. Encore une fois, c'est une décision de Biden. Et la négociation, elle se fera évidemment entre Trump et Biden. Alors, l'impression que j'ai, moi, l'impression qu'on a, c'est que Trump compte sur un Poutine raisonnable, avec qui on puisse discuter. Le fait qu'il lui dise, qu'il lui demande de ne pas provoquer l'escalade en Ukraine, ça s'inscrit dans cette impression-là. Il se dit probablement, moi, Biden et Poutine, ils se détestaient, ils se méprisaient mutuellement, il n'y avait rien à faire entre eux, mais moi, avec Poutine, on va pouvoir parler, tous les deux, on est des hommes carrés, on est du même genre, ça devrait pouvoir marcher. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Poutine peut être raisonnable? C'est toute la question. Là, l'envoi, ce qu'il vient de faire en Ukraine, le but, c'est d'essayer d'empêcher les Ukrainiens de se chauffer cet hiver. Bon, pour les mettre à genoux. En plus de ça, il est dans une situation favorable sur le plan militaire. Actuellement, il est en train de reconquérir Koursk. Les Ukrainiens sont quand même très, très affaiblis. Lui aussi, les Russes aussi. Vous savez qu'ils perdent 1200 soldats par jour. Ils sont obligés d'en recruter 25 000 par mois. Et chaque soldat coûte $52 000 par an. Donc, c'est sûr que Poutine a probablement envie aussi que ça s'arrête. Mais est-ce qu'il est prêt à comprendre que pour une négociation, il faudra qu'il donne à Trump l'impression qu'il a obtenu quelque chose quand même. Parce que Trump, c'est un type qui il aime la paix, il n'aime pas la guerre, hein. Mais il n'aime pas non plus être humilié, et il aime encore moins que les États-Unis soient humiliés. Donc il faudra que Poutine, me semble-t-il, accepte quelque chose. Actuellement, on sait bien quelles sont les conditions auxquelles il ferait la paix. Il veut d'abord conserver tous les territoires conquis, et puis naturellement la fin de tout rapprochement entre l'Ukraine et l'OTAN, et entre l'Ukraine et l'Union européenne, etc. Bon, est-ce qu'il mettra un peu les pouces pour donner l'impression à Trump qu'il a obtenu quelque chose? Moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup dépendre de ça. L'attitude de Vladimir Poutine dans ce dossier. Arnaud Benedetti. D'abord, en effet, vous l'avez rappelé, quels sont les objectifs de guerre aujourd'hui de Poutine? Les objectifs de guerre, ils sont doubles, c'est-à-dire de constituer ce glacis autour du Donbass qui, pour lui, est une revendication territoriale affichée, affirmée, et qui est une vieille revendication territoriale des Russes, et surtout d'arriver vraisemblablement à moyen terme à une forme de neutralisation de l'Ukraine, ou une forme de finlandisation de l'Ukraine. C'est ça les deux objectifs principaux de Poutine. C'est pas la conquête de
l'ensemble de l'Ukraine. Il sait très bien que ce n'est pas possible, en l'occurrence, mais il veut au moins obtenir ces 2 éléments pour tout simplement qu'il considère comme des éléments stratégiques pour la Russie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on n'est pas du tout sûr aujourd'hui que les fameux échanges téléphoniques dont on parle ait eu lieu entre Poutine et Trump. D'ailleurs, les Russes aujourd'hui les démentent, en l'occurrence. Donc ça, c'est un premier point. Alors, comment interpréter finalement la décision de Biden, qui est une vieille exigence, en effet, de Zelensky et des Ukrainiens? On peut finalement l'interpréter, je veux dire, comme un élément, justement, qui peut jouer en faveur d'une négociation aussi, d'une certaine manière. On est quand même dans une partie d'échec, qui est en train de se dessiner entre les Occidentaux et les Américains notamment, et les Russes sur cette question-là. Finalement, en montrant qu'il y a 2 mois qui sont en effet, j'allais dire, décisif entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et l'accès de Trump à la Maison-Blanche. Et on sait que de toute façon, l'accès de Trump à la Maison-Blanche, quoi qu'il arrive, va infléchir de toute façon la position américaine sur ce conflit. Après, c'est de savoir quel est le degré d'infléchissement et la nature de l'infléchissement. Mais vraisemblablement, comme vous l'avez très justement dit, les troupes aujourd'hui ukrainiennes étant en très grande difficulté sur le terrain. Je rappelle que Zelensky a beaucoup de mal à mobiliser également. C'est un vrai problème pour l'Ukraine. On manque d'hommes en la matière et que les armées russes progressent, certes pas, je veux dire, de manière décisive, mais progressent, j'allais dire, pas à pas sur le territoire. On a vu l'offensive qui s'est déroulée ces dernières 24 heures à Kiev avec un bombardement de drones extrêmement important qui a immobilisé et qui immobilise un certain nombre de centrales productrices d'électricité autour de la région de Kiev. Il s'agit peut-être aussi d'envoyer un signal aux Russes en leur disant: faites attention à ce que vous faites, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a peut-être en effet un axe de négociation qui va de toute façon inévitablement se dessiner, mais restez-en là, sinon restez-en là et n'usez pas trop de votre avantage dans le moment que nous traversons, parce qu'en effet, nous allons de ce point de vue-là intervenir et permettre aux Ukrainiens de pouvoir véritablement se défendre. Mais c'est vrai que c'est dangereux, parce que les positions, il faut rappeler quand même les positions de Poutine. Poutine a intégré dans son logiciel cette éventualité. Et il en a déjà parlé. Il a répondu à plusieurs reprises. Il a dit qu'à partir du moment où, en effet, des armes de longue portée étaient attribuées aux Ukrainiens, il considérait que le conflit changeait de nature et que, de fait, ça voulait dire que les Occidentaux et l'OTAN, notamment, entraient cette fois-ci directement dans ce conflit et qu'il en tirait toutes les conséquences, lui, sur le plan évidemment politique et sur le plan militaire. Donc voilà, une situation qui reste actuellement dans ce que l'on appelle quand même le brouillard de la guerre. L'Allemagne est très rétive à l'idée de... L'Allemagne est très rétive à la Schlot, c'est très rétif important à l'idée que les missiles soient fournis à l'Ukraine. Non, mais puis surtout, ce qu'il faut signaler, juste 30 secondes, c'est que le chancelier Scholz s'est entretenu ce dimanche ou ce samedi, c'était la première fois depuis décembre 2022, directement avec Vladimir Poutine. On voit bien que même au sein du camp occidental, il y a aujourd'hui des positions qui sont nuancées entre ceux qui, hier encore, faisaient plutôt front commun face à l'Ukraine. Olivier Duramil. Oui, ça a surpris beaucoup et ça a mis hors de lui, naturellement, Zelensky, ce coup de téléphone de Scholz. Mais enfin, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette autorisation d'utiliser des missiles en territoire russe fait suite à l'arrivée sur le champ de bataille de soldats nord-coréens. Donc, les Américains n'autorisent, semble-t-il, pas l'usage de missiles contre les Russes, mais contre les Nord-Coréens. Il faut bien voir que cette entrée en liste des Nord-Coréens change beaucoup la donne. Parce que du point de vue des Américains, et même, il faudra voir comment réagit Poutine, comment réagit Trump, excusez-moi, mais du point de vue des Américains, ça devient dangereux. La contrepartie de l'aide apportée par les Coréens aux Ukrainiens, aux Russes, c'est un transfert de technologie des Russes aux Nord-Coréens, et vous savez qu'ils rêvent d'avoir l'arme atomique. Donc de ce point de vue-là, vous avez vu ce qu'a dit Madame Rutte, nouveau secrétaire général de l'OTAN. D'après elle, cette nouvelle donne ne menace pas seulement la sécurité de l'Europe, mais aussi la paix et la sécurité dans l'Indo-Pacifique et en Amérique du Nord. La Corée du Nord veut devenir une puissance nucléaire. Donc
Donc là, ça concerne les Américains encore plus. Hein. Exactement. Alors là, la décision prise hier par Biden s'inscrit immédiatement dans la foulée de cet événement. Que va faire Trump ? Là, on peut se poser la question. Hein, parce que là, il s'agit effectivement de la sécurité des Américains, des choses auxquelles ils tiennent essentiellement. Ils n'aiment pas beaucoup que des pays comme la Corée du Nord et l'arme nucléaire. Voilà, alors ça ajoute une incertitude à une certaine époque, le général MacArthur voulait lancer quelques 20 bombes atomiques sur la Corée du Nord qui avait été reconquise par les Chinois. Voilà. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Oui. C'était il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, oui, tout à fait. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que, si vous voulez, il y a un autre sujet, c'est que cette affaire ukrainienne, c'est tout à fait révélateur du basculement du monde dans lequel nous sommes entrés. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que les positions des Occidentaux, qui sont par ailleurs légitimes en ce qui concerne finalement ce qui s'est passé, en Ukraine ces 2 dernières années, ne sont pas partagées par le reste du monde. C'est bien la difficulté. C'est que nous sommes dans un processus, et ça je crois que c'est le facteur qu'il faut toujours avoir en tête et dont on parle insuffisamment, de ce que l'on appelle, ou de ce qu'un certain nombre de spécialistes de géopolitique appellent la désoccidentalisation du monde. Et cette vérité, elle pèse bien évidemment sur la dynamique même du conflit. Parce que c'est vrai, vu de notre fenêtre d'occidentaux, on a l'impression que Poutine est isolé. La réalité, c'est qu'il n'est pas aussi isolé qu'on veut bien le penser. En l'occurrence, je rappelle que le sommet des BRICS qui s'est tenu il y a maintenant 15 jours en Russie, on est l'expression et l'illustration. Un certain nombre de pays qu'on appelait dans les années 60 ou 70 les non-alignés, en l'occurrence, demandent à rejoindre les BRICS. On voit bien que à l'intérieur même de ce système-là, on est en train de mettre en place des dispositifs sur le plan financier, sur le plan économique, qui visent à contrecarrer, d'une certaine façon, l'influence des Occidentaux. Donc il faut bien avoir en tête que c'est cette trame-là qui, aujourd'hui, d'une certaine façon, pèse aussi sur ce qui est en train de se passer en Ukraine et ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres parties du monde. Vladimir Poutine peut dire non à une négociation en disant « c'est pas forcément mon intérêt aujourd'hui d'arrêter la guerre ». Et même à Trump, dire « écoutez, non ». Pas sûr. Oui, sauf que effectivement, alors si l'Ukraine est vraiment très très affaiblie, la Russie l'est aussi. On l'a dit tout à l'heure, ça leur coûte extrêmement cher cette guerre. Ils sont obligés d'aller maintenant demander l'aide de Nord-Coréens. Ils ont pour reconquérir la course et de la Chine. Donc c'est très probable que Poutine va chercher une porte de sortie aussi, mais là encore, il faudra bien qu'il accepte de lâcher quelque chose, nous semble-t-il, à Trump. Le débat du jour continue, Louis Dauphren, avec nos 2 invités, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro. On va maintenant parler de la commémoration des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. La présidente de la région Île-de-France, j'ai nommé Valérie Pécresse, a annoncé vouloir travailler sur la question du dessin de presse dans les lycées. Et pourquoi ? Parce que c'est en Île-de-France qu'on a assassiné Samuel Paty. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, expliquait Valérie Pécresse au micro de nos confrères de RMC, où elle défendait cette initiative. On doit assumer que la liberté d'expression, le droit de caricaturer est un droit français. La question, c'est comment parler des caricatures à des jeunes quand il est difficile de montrer des caricatures. On ne présentera pas des caricatures du prophète, par exemple, a dû concéder Valérie Pécresse pour des raisons qu'on imagine bien, des raisons liées à la sécurité. Ou au Mais fait Jésus que... non plus. Jésus non plus. Et le pape non j'allais plus. dire, justement, ni Jésus ni le pape. Alors, en fait, donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire que ça va au-delà de simplement on ce qui aimerait peut savoir nous faire peur. Exactement, mais du coup, ça va créer une discrimination chez les caricaturés, puisque qui va être caricaturé et qui ne le sera pas, et au nom de quoi va-t-on caricaturer les uns et pas les autres ? Et puis, quelle est la portée pédagogique en fait de cet instrument ? C'est un livret qui devrait donc être hébergé par les lycées, en tout cas être communiqué aux lycéens, sans Mahomet, Jésus ou le pape. Arnaud Benedetti, Olivier Durand-Mille. Olivier. Oui, d'abord je voudrais faire une première remarque, c'est cette expression qu'a employée Madame Pécresse pour parler de Mohamed. Elle l'appelle le prophète. Enfin, que je sache, Mohamed n'est pas le prophète de la France. Mohamed n'est pas le prophète des Français. Non, mais c'est son nom habituellement prononcé dans la société comme ça. Non, absolument pas. Moi, je le conteste absolument. Il y a, moi, mon prophète, nous avons des prophètes. C'est Moïse, c'est Isaïe, c'est Ézéchiel. Mohamed n'est pas le prophète. Mohamed, quand on n'est pas en France, quand on parle de Mohamed, surtout quand on est un homme politique, vous dites une Mohamed, femme politique, on doit dire Mahomet ou oui. Mohamed. Non, mais on disait les Mahométans à une certaine période. Oui. On les dit plus.
problème. Attends, Le les temps de Montesquieu. Montesquieu. Montesquieu Je suis disait scandalisé. Ah oui, je crois, Si oui, vous on est voulez, d'accord sur ça. dire le prophète en parlant du prophète des musulmans, c'est déjà un acte de soumission. C'est déjà un acte de soumission, c'est reconnaître Non, que... c'est une manière un peu générale de parler de la religion musulmane. C'est pas du tout, à mon avis. Ah, moi, bon, Peut-être pas En voir tout le cas, terme partout. je suis Mahomet très n'est pas choqué un prophète du christianisme. Mais Non, c'est ça, pas ça, notre c'est prophète. sûr, c'est sûr. Non, ça, C'est c'est pourquoi sûr. vous dites le... Parce qu'il y a, on est à peu parce près qu'il y a d'accord il y a plusieurs théologiquement religions. parlant. Il y a plein de religions en France. Il n'y a pas que le. Eh ben, mais enfin, alors à ce moment-là, il faut dire le prophète des musulmans. Alors ça, par contre, c'est sûr qu'il faudrait C'est aller le au-delà. prophète des musulmans. Enfin, c'est pas le prophète. Bon, enfin bref, alors voilà. Non, mais c'est un point de. Ah non, moi ça me choque, Sémantique ça est me intéressant. choque énormément. Et alors pour quant au fond de la question, est-ce qu'il faut représenter des caricatures de Mohamed, de Jésus ou du pape? Moi, j'avoue, je vais vous dire très franchement qu'avant les attentats de Charlie Hebdo, j'étais profondément choqué par ce journal. Je trouvais les caricatures, souvent du pape d'ailleurs, qui passaient dans ce journal, d'une bassesse, d'une vulgarité, d'une médiocrité insupportable. Bon. Et il en était de même de la caricature qu'ils ont passée de Mohamed, qui était d'une vulgarité et d'une bassesse invraisemblable. Bon. Là-dessus, il y a eu les attentats. Alors évidemment, moi j'étais comme tout le monde, j'ai défilé, j'ai crié « je suis Charlie Hebdo », etc. Je suis Charlie, bon. Mais ça n'empêche que moi je comprends très bien que on veuille éviter de heurter des gens qui croient à quelque chose, qui croient à leur religion, par des dessins outrageants qui les attaquent au cœur et qui ne sont pas, à mon avis, pas nécessaires pour faire comprendre aux gens qu'on a le droit de s'exprimer en France et qu'on a le droit de blasphémer. Oui, on a le droit de blasphémer, c'est-à-dire que si vous blasphémez, on ne va pas vous massacrer en France. On ne va même pas vous condamner à quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une raison pour souhaiter blasphémer. Victoire, Olivier Duhamel, est-ce que c'est pas malgré tout une victoire de ceux qui profèrent des menaces, quelle que soit la religion? Au fond, c'est pas tant la religion qu'il faut qu'on cible, à mon avis, c'est ceux qui profèrent des menaces, quelle que soit la religion en question. Est-ce que c'est pas une victoire de ceux qui font peur? Alors voilà, vous avez raison, c'est ça le fond de la question. C'est qu'à partir du moment où il y a eu l'attentat de Samuel Paty, renoncer à présenter des caricatures de Mohamed, ça donne l'impression qu'on a peur d'eux et qu'on a peur que ça recommence. Moi, je suis tout à fait d'accord, il y a un gros problème à ce sujet. Et donc, elle a voulu prendre un petit peu les devants pour montrer que caricaturer, ça fait partie de l'esprit français. Maintenant, je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce type de caricature. Je ne sais pas si Arnaud, vous avez une idée du sujet. Je n'en ai strictement aucune idée. J'ai découvert, comme vous, les déclarations et l'initiative de Madame Pécresse. Deux remarques. Première remarque, oui, il y a une tradition française, j'allais dire, de sarcasme, d'ironie, de caricature qui remonte presque, je veux dire, au XVIe siècle, à Rabelais, même parfois avant, et qui est inscrite bien avant d'ailleurs l'histoire de la laïcité, et bien avant la séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est un premier point qui est inscrit, je veux dire, dans l'histoire profonde de la France. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, je suis toujours gêné parce que, oui, en effet, je veux dire, qui aujourd'hui menace? D'abord, il faut être clair, qui menace? C'est pas les catholiques, c'est pas les orthodoxes, c'est pas les juifs, c'est pas les protestants, c'est pas les bouddhistes, ce sont les islamistes. Je dis pas que c'est les musulmans, ce sont les islamistes, principalement. Il faut le dire, c'est eux qui n'acceptent pas, en effet, aujourd'hui, que dans une société qui est une société laïque, qui est une société sécularisée, l'on puisse se moquer, en effet, des religions comme de tout autre, j'allais dire, courant, structurant la vie sociale française. Donc ça, il faut le dire et le désigner, et je trouve que Madame Pécresse, dans ses déclarations, et là je vous rejoins un peu, était quand même extrêmement prudente et extrêmement réservée pour désigner finalement quels sont les véritables adversaires. Elle noie le poisson pour vous. Oui, je pense que ça c'est un vrai sujet. Il y a une espèce de gêne de la part d'un certain nombre de politiques qui, à mon avis, constitue d'une certaine manière une victoire de ceux qui aujourd'hui veulent mettre en difficulté le modèle de société que le modèle de société français. Et ce n'est pas seulement à gauche, c'est également à droite, puisque Madame Pécresse, jusqu'à preuve du contraire, est LR. Ça c'est une réalité. Dernier point. Moi, vous savez, je veux dire, bon, c'est bien, il faut en effet que l'éducation nationale fasse son travail de formation des citoyens, d'éclairer, d'émancipation. Mais moi, j'aimerais que l'éducation nationale, dans son ensemble, d'abord, je veux dire, on revienne aux fondamentaux.
quand je regarde les classements qui sont les classements PISA de la France aujourd'hui, quand je vois un certain nombre de jeunes gens qui rentrent à l'université dans l'enseignement supérieur et qui ne disposent pas toujours des fondamentaux dont on disposait lorsqu'on rentrait dans l'université il y a 30 ans, il y a 40 ans, je préférais qu'aujourd'hui, la vraie mission de l'école, la vraie mission de l'éducation nationale, c'est qu'elle ait une véritable exigence en matière de relèvement du niveau et surtout d'apprentissage des fondamentaux. Je préférais entendre ça, je vous le dis très franchement, de la part d'un homme politique, parce que d'ailleurs c'est essentiel, c'est même essentiel, parce que sans ces fondamentaux, vous ne pouvez pas éclairer une société. Mais Lorsque Valérie vous n'avez Pécresse n'est pas ministre de l'Éducation nationale. Elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale, elle est présidente d'une région, elle a des compétences, je veux dire, qui sont liées à la région en matière, on le sait très bien, par exemple, de lycée. Et donc, elle peut avoir une position en tant que présidente de région sur le fonctionnement de l'éducation nationale, surtout quand vous avez été candidate à la présidentielle, aux dernières présidentielles en 2022. Moi, je pose la question de savoir si on n'aurait pas intérêt à éduquer les enfants, à interpréter les caricatures, à laisser finalement les gens caricaturer qui que ce soit, et accepter même du côté chrétien qu'on caricature le pape et Jésus, malgré le blasphème que ça représente pour la foi des chrétiens. Franchement, c'est vrai que c'est extrêmement heurtant, mais est-ce qu'il vaut mieux pas éduquer les enfants à cette analyse de cette manière de faire plutôt que de l'interdire vraiment? Faut-il encore utiliser les outils pour le faire? Oui, moi je crois, bien sûr, je crois qu'il faut éduquer les enfants à accepter qu'on ne pense pas comme eux, à accepter que d'autres critiquent leur religion. Mais est-ce que c'est nécessaire de présenter des images choquantes? Mais Jésus sur la croix, c'est choquant. Olivier Durand-Mille, Jésus sur la croix, c'est choquant et c'est peut-être même la caricature de Dieu la plus violente qu'on puisse voir, de nos yeux voir dans les églises aujourd'hui. Donc au fond, voir Jésus caricaturé, c'est ni plus ni moins que Jésus en croix quand on voit dans les églises. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Non, là, vous faites de la grande théologie. Je n'oserais pas m'avancer sur ce terrain, mais enfin, Jésus sur la croix, pour moi, c'est pas comme Jésus dans les dessins de Charlie Hebdo. Non, franchement, je vois pas la. C'est extrêmement violent. C'est une des morts les plus violentes qui existent sur la terre. Non. Au fond. Non, mais vous avez raison, mais bon, c'est un. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord, Olivier? Dites-le, justement. Sujet. Parce que Jésus sur la croix, il est mort pour notre rédemption et s'est offert. Enfin bon, on ne va pas raconter, dire en détail toute la signification de la crucifixion, de la rédemption, du sacrifice de Jésus, etc. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même ordre d'idée que d'une vilaine Disons caricature. qu'il a mis son label, marque déposée. Oui. Il a mis son label. Ah, oui. Voilà, et donc c'est accepté par la personne qui subit la personne du Christ qui subit cet outrage. Ça a changé le monde. Ça a changé le monde. Ça a donné naissance à la religion chrétienne, donc à la chrétienté, à la civilisation européenne, donc à l'Occident qui a, comme on sait, changé le monde tel qu'il existe actuellement, et le fils de l'Occident. Alors, mon confrère avait raison de dire qu'actuellement il y a une désoccidentalisation du monde. Mais enfin, ils vont désoccidentaliser comme ils vont pouvoir. Mais enfin, tout ce qui existe dans le monde actuellement, toutes les sciences, les techniques, la médecine, même alors les notions qui sont contestées maintenant de démocratie et de droits de l'homme, tout ça, c'est l'Occident qui l'a inventé. Et ça, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui a donné ça, qui a inspiré un certain nombre d'hommes à le suivre, à suivre son évangile. Et bon, voilà, qui a fabriqué. Alors, il a fait quand même plus que les inspirer. Il a guidé l'humanité vers sa rédemption. C'est quand même extraordinaire. Parfaitement. Et au fond, le caricaturer, pour finir là-dessus, je pense que il ne s'agit pas d'enfoncer le clou, si je puis dire, de la souffrance du Christ, mais la souffrance du Christ, elle est là pour prendre le péché des hommes une bonne fois pour toutes. Le caricaturer, ça participe de cette souffrance du Christ, unique pour le salut. Un dernier point, je voudrais insister là-dessus, parce que je crois que c'est quand même capital aujourd'hui. Moi, je pense que, et je reviens là-dessus parce que c'est essentiel, la mission de l'éducation est de permettre, en effet, aux enfants de pouvoir se repérer dans un monde qui est de plus en plus complexe. Mais pour qu'ils se repèrent dans un monde de plus en plus complexe, il faut que, les éléments de culture générale soient insufflés. Et ils ne pourront pas, en effet, comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire si on abandonne la culture générale. Je rappelle que l'éducation nationale a beaucoup abandonné la culture générale, elle a beaucoup abandonné la culture historique, elle a beaucoup abandonné la culture littéraire. Du fait religieux aussi, parce que ça, c'est quand même pas normal qu'on le sache mais pas. De toute façon, le fait religieux fait partie de la culture, je veux dire, générale, fait partie de la culture historique. On ne peut pas étudier l'histoire si on n'étudie pas les religions. Ça me paraît essentiel et capital pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je rappelle que la fameuse phrase de Malraux qui disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas », d'une certaine manière, il avait la préscience de ce qui était en train de se passer dans les profondeurs de l'histoire du 20e siècle. Si on ne fait pas cet effort-là éducatif, cet effort d'instruction, en l'occurrence,
qui est plus qu'un effort d'instruction civique, qui est un effort d'instruction de l'homme dans sa dimension, j'allais dire, des humanités, en l'occurrence telles qu'on les appelait au 19e ou au 20e siècle. Je pense qu'il ne servira à rien, si vous voulez, d'éditer une petite brochure dans laquelle, je veux dire, on expliquera aux gens, en effet, voilà, En fait, en France, on a le droit de caricaturer. C'est pas suffisant. Sur les cerveaux défrichés de toute référence, sur des cerveaux défrichés de toute référence ou toute culture, la caricature va arriver là-dessus, comme une inondation sur un terrain sec, et ça ne va rien provoquer exactement, comme électrochoc éventuel. On peut se poser cette question-là, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud Benedetti et Olivier Durand-Mille. Merci beaucoup Louis Dauphren pour ce débat passionnant qui nécessiterait, comme on le vit dans la tradition chrétienne, une véritable disputatio. Exactement. Mais on continuera demain, évidemment, sur RCF. Pourquoi pas recevoir Valérie Radio, Pécresse, après tout ? Ah bah allez, on y va. On va lancer nos agendas et nos carnets d'adresse pour avoir Valérie Pécresse sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans quelques instants, la suite de nos programmes. Je voudrais remercier ceux qui participent à cette matinale depuis le début de cette journée, depuis 6h30, en particulier Pierre-Henri Paget, le réalisateur de cette matinale, Louis Dauphren bien sûr, et Cécile Mérieux qui revient dans quelques instants pour l'information. On se retrouve demain matin à partir de 6h30 pour une prochaine matinale. Je vous souhaite de passer une excellente journée.